France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans Outre-mer, l'hebdo consacré à l'actualité de 7 territoires français dans le monde. À la une cette semaine, les 60 ans du début des essais nucléaires en Polynésie française. Un reportage à suivre dans quelques instants. A tout de suite. Ce jeudi 2 juillet marquait donc les 60 ans du premier essai nucléaire effectué par la France en Polynésie, le premier d'une série de 193 au total. Un passé douloureux aux conséquences dévastatrices, commémoré notamment par l'Église protestante. Une grande marche a été organisée pour l'occasion. Isabelle Braoui. 60 ans après le premier essai nucléaire en Polynésie, ils sont 2000 à marcher pour se souvenir. Le 2 juillet 1966 mobilise encore et toujours une partie des habitants. Ils défilent notamment pour dénoncer les conséquences sanitaires des tirs. C'était bien pour appuyer, pour prononcer notre amour et notre regret par rapport à nos personnes qui sont parties suite à la bombe nucléaire, bien sûr. Le général de Gaulle avait assisté à une explosion nucléaire en Polynésie. Aujourd'hui, et c'est l'effet boomerang, des milliers de fidèles de l'église évangélique Maui se sont retrouvés pour réclamer que l'État demande pardon au peuple polynésien. Tout ce qu'on demande dans l'État de France, c'est d'être reconnaissant par rapport à ce qu'il a fait ici. Et pour se mettre sur une table et de discuter qu'est-ce que sera l'avenir de ce peuple. À Papeete, l'association 193 comprenait 193 essais nucléaires à afficher en vert les victimes des essais nucléaires ayant obtenu des réparations. Elles sont peu nombreuses, 60% des demandes sont rejetées. Ces dossiers ont été rejetés en raison du 1 millisievert, le fameux seuil dosimétrique que l'association dénonce depuis son insertion et qui aujourd'hui vient à être reconnu comme n'étant qu'un seuil de gestion et non pas un seuil médical ni scientifique. Une proposition de loi portée par une députée polynésienne vise à faciliter les indemnisations. En cas d'adoption, elle permettra d'élargir le nombre de bénéficiaires. La montée de la violence aux Antilles, avec cette semaine une multiplication des meurtres par arme à feu. En Guadeloupe, 2 femmes ont été tuées et un enfant de 4 ans blessé. En Martinique, un braqueur a perdu la vie alors qu'il tentait de voler le 2 roues d'un policier. Le récit de Jean-Louis Ravallet. En Martinique, la violence fait irruption en plein jour sur le front de mer de Fort-de-France. Mardi dernier, 2 individus armés ont tenté de voler le 2 roues d'un policier. Une fusillade s'ensuit, un des 2 braqueurs est tué et le policier blessé. Sur ce lieu de promenade très fréquenté, les riverains sont encore sous le choc. J'ai entendu des coups de feu, bam, 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 bam. Alors j'ai regardé où que ça venait. Ça a choqué tout le monde avait peur. J'ai vu des gens qui couraient sous le bois. Imaginez-vous qu'un gamin ou une personne âgée comme qui passe là prenne une balle par des gens qui ne respectent plus rien. Les syndicats de police demandent plus de moyens pour lutter contre une violence qui ne cesse d'augmenter. Le problème de la justice, en étant tout à fait objectif, c'est qu'il est le même que pour toutes les institutions. Je ne dirais pas qu'ils soient en faillite. Il faut bien comprendre qu'ils n'ont pas les moyens. Toujours mardi dernier, mais en Guadeloupe cette fois-ci, à Cap-Esther-Bello, 2 femmes ont perdu la vie et 4 autres personnes ont été blessées, dont un enfant de 7 ans. Elles seraient les victimes collatérales d'un règlement de compte et de tirs provenant d'une voiture, selon des témoins. Le maire de la ville appelle les autorités à lutter contre la circulation des armes à feu. Nous ne pouvons plus tolérer telle situation sur notre territoire. Notre belle Guadeloupe ne peut plus continuer ainsi à voir des parents pleurer leurs enfants. Il est nécessaire que les autorités puissent prendre toutes leurs responsabilités afin que nous puissions freiner la circulation des armes sur notre territoire. En 2025, la Guadeloupe a recensé 32 homicides par arme à feu, la Martinique 34, des chiffres bien au-dessus de la moyenne nationale.
Ce sont les élections locales les plus importantes pour le renouvellement du Congrès en Nouvelle-Calédonie. Les provinciales se sont achevées dimanche dernier et la tendance reste globalement la même. La province Nord et les îles restent aux indépendantistes avec respectivement 40 et 33% des voix. La province Sud, elle, reste aux loyalistes non indépendantistes avec 50% des scrutins. Et les chefs d'entreprise en souffrance en Nouvelle-Calédonie depuis la crise qui a fait suite aux émeutes de mai 2024, une crise qui les a fragilisés autant que leurs activités. Alors pour ceux qui craquent, un accompagnement psychologique gratuit est proposé. C'est le dossier de cet hebdo, signé Caroline Antich-Martin, Médrico Pétessi et Gaël Dethiévry. Oui, on est en train de mettre en place un bien. Jean-Marc Espalieux, chef d'entreprise résilient. Ce supermarché en périphérie de Nouméa résiste à la crise, mais plusieurs magasins de son groupe ont été pillés et incendiés pendant les émeutes. Résultat, 1 milliard de francs de pertes. Sur ces 1 milliard, on va dire que les assurances ont remboursé à peu près 700 millions et tout le reste, c'est pour nous. Et pour autant, on essaie de maintenir ce qu'on peut. Donc en province sud, dans le Grand Nouméa, on arrive à stabiliser les sociétés. En province sud, à Lifou, on a du mal. On maintient, mais c'est difficile. Et en province nord, on va dire, on est en redressement judiciaire. Pour l'heure, le groupe conserve l'ensemble du personnel des 5 magasins, soit 150 salariés. Le directeur général se bat tous les jours pour lui et pour eux, mais parfois, le moral flanche. On est tous en difficulté au niveau moral. On dort très peu la nuit. On a les découvertes bancaires, on a la pression des banques. Voilà, hein, c'est comme ça. Et on fait en sorte, on a des places de leader, donc il faut se battre. Un combat qu'Hervé Stanford mène au quotidien. Début 2024, cet ancien cadre du privé rachète une entreprise de transport et une société de gardiennage. Aujourd'hui, la première survit tant bien que mal et la seconde est en redressement judiciaire. Ce qui fait tenir, j'allais dire, au quotidien, forcément, c'est déjà le besoin de tenir pour la famille, pour aider les enfants à poursuivre les études. On a nos responsabilités personnelles, mais on a aussi la responsabilité envers les salariés. Donc c'est vrai que sur ma société de sécurité, par exemple, c'est vrai que je fais tout parce que j'ai pas envie de mettre 13 ou 14 personnes au chômage. Pour ne pas sombrer, Hervé a eu recours à l'APESA, aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Ce dispositif leur permet de bénéficier de 5 séances gratuites avec l'un des 10 psychologues du réseau. Il y a énormément de rumination, on peut avoir des difficultés à dormir, des difficultés à s'alimenter, une forme d'isolement. Et tout ça, ça va créer une altération du jugement, une altération des capacités cognitives et de pouvoir déposer tout ça. Ça va pouvoir permettre effectivement déjà d'apaiser un certain sentiment. Avant 2024, le dispositif fonctionnait avec un réseau de sentinelles. Depuis les émeutes, les chefs d'entreprise en détresse peuvent contacter directement l'APESA. En 2 ans, leur nombre a bondi, passant d'une dizaine par an à plus de 100. 12 000 noix de coco livrées au grenier des producteurs solidaires de Mayotte. Un coup de pouce venu de l'Inde pour relancer la filière balayée par le passage du cyclone Chido. Plusieurs initiatives ont vu le jour, comme cette livraison spéciale de semences. On voit cela avec Rachida Henrifou et Daniel Abdou. Dans ce conteneur, 12 000 semences de noix de coco venues d'Inde. Un renfort pour relancer une filière durement touchée par le cyclone Chido. Et ce travail de relance commence ici avec ces experts du lycée agricole de Coconi. Depuis 2 mois, ils forment les 50 agriculteurs membres du grenier des producteurs solidaires de Mayotte et les aident à préparer leur future pépinière. À partir de dimanche matin, on va s'attacher à mettre les noix dans des sachets de culture pour les implanter en fait chez les différents adhérents du GPS quand elles auront 6 à 8 mois environ. Et donc ça, cette opération-là de distribution des noix sera faite exclusivement par le GPS. Ahmad El Kabir Kombo fait partie des bénéficiaires de cet accompagnement. Sur cette exploitation familiale à Mtsamboro, ces cocotiers ont été balayés par le cyclone, mais le paysage s'apprête à changer. Près de 300 nouveaux pieds de coco vont être plantés. Les premières fleurs, on les a à partir de 3 ans. 3 ans, 4 ans, on a déjà les premières fleurs. Espérons d'ici là, parce que là aussi, on va investir sur l'eau pour arroser aussi, pour faire l'irrigation sur les cocotiers. Comme ça, pour essayer aussi de maximiser, de rentabiliser encore plus les rendements des cocotiers.
Ces 12 000 premières noix de coco ne sont qu'un début. Pour reconstituer l'ensemble de la cocoterie à Mayotte, il en faudrait entre 400 000 et 500 000. Allez, dernière escale à La Réunion, cette fois avec le Grand Boucan, la journée de carnaval de l'île Intense. La municipalité parle de 70 000 spectateurs sur le front de mer. Un grand moment populaire que nous font vivre Géraldine Blandin et Jean-Claude Toyir. Son heure est enfin venue. Le roi Dodo s'embrase sous les yeux de milliers de spectateurs. En quelques minutes seulement, la figure emblématique du Grand Boucan disparaît dans les flammes. Un moment spectaculaire et chargé d'émotions pour certains. J'ai aidé à la confection et ça fait un peu mal au cœur. Mais c'est toujours magnifique, vraiment très beau. On était là depuis le début, on était là depuis le début, c'était génial. Et justement, le début, c'était quelques heures plus tôt. En musique et en couleurs, plus de 1200 personnes ont défilé sur le front de mer de Saint-Paul et accompagné plus de 20 chars. Le thème cette année, illusions et monde surréel, 1,5 km de parade sous les yeux émerveillés des spectateurs. Ils sont trop jolis, les déguisements sont bien faits, je pense que ça a pris beaucoup de temps pour faire aussi et que c'était trop beau les défilés. C'était bien, c'était magnifique, ils ont bien fait les déguisements. La musique, il y a plein de couleurs, tous les gens s'amusent, donc c'est bien. C'est magnifique, j'aurais aimé être là-bas. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais pour l'année prochaine, peut-être. Près de 70 000 personnes seraient venues au Grand Boucan. Une influence impressionnante en quelques heures seulement, qui permet à la mairie de Saint-Paul d'affirmer que le Grand Boucan serait le premier carnaval de France. L'objectif désormais, attirer dès l'an prochain les délégations des grands carnavals de Dunkerque, Nice et même du Brésil. Ainsi s'achève cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces images féeriques. Regardez des milliers de personnes qui illuminent le ciel de Nouméa lors du traditionnel lâcher de lanternes pour fêter les 172 ans du chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie. En vous souhaitant une belle journée, une belle soirée, où que vous soyez. L'information continue sur France 24.